Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Antonietti pour parler culture client. Salut Guillaume. Salut, bonjour à tous. Je suis vraiment content de faire un épisode sur la culture client. Parce que, alors toi, tu es un expert qui est arrivé il y a 1 an à peu près à l'APM. Oui, c'est ça. Et avant, c'est vrai que j'entends pas souvent parler du mot-clé client. Et pourtant, c'est peut-être le plus petit dénominateur commun entre tous ces gens qui se retrouvent à l'APM. Absolument. Donc, je suis ravi de parler de ce sujet-là. Il paraît qu'en effet, on ne parle pas si souvent que ça de clients à l'APM. Vous pouvez compter sur moi. Bon, toi, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné cette passion-là pour les clients ? Pour les clients, pour la culture client. Le sujet plutôt. du client m'est apparu de façon assez forte au moment où j'étais en charge de ce qu'on appelle l'intelligence client du groupe Decathlon. J'étais là surtout pour aider l'entreprise à mieux se connecter, mieux comprendre, mieux écouter, et mieux utiliser ce que les clients voulaient, attendaient. Et donc j'ai vécu dans une entreprise absolument passionnée par le client. Et ça m'a donné une sorte de goût pour l'avenir et surtout le goût pour aider les entreprises, non pas à devenir Decathlon, parce que c'est pas possible, mais en tout cas à se rapprocher de cette obsession du client qui manifestement n'était pas si, futile que ça, comme je peux l'entendre parfois. Ça coûte cher, ça ne sert pas forcément à grand-chose, les clients ne sont jamais contents. Et pour autant, voilà une entreprise totalement obsédée par le client, extrêmement profitable. Donc la question clé était derrière la mienne qui était, mais comment faisons-nous dans une organisation pour à la fois être obsédé par le client et obsédé par sa profitabilité et sa durabilité. Et Decathlon, c'est un mot, c'est un nom d'entreprise qui fait rêver, qui fait fantasmer beaucoup. Et quand on pense à Decathlon, souvent on pense innovation. Et on imagine le client qui va être scruté dans ses usages, dans ses pratiques, avec un objectif d'innovation. Mais toi, tu nous dis qu'il y a d'autres choses dans l'ADN de Decathlon et son rapport au client. Oui, alors l'innovation, tu as raison. Les produits innovants chez Decathlon sont aussi nombreux à performer en termes de marché parce qu'ils répondent à un besoin client réel, parce qu'observé par les ingénieurs, par les chefs de produits sur le terrain. Bon, c'est une première chose. Donc, c'est une façon d'être orienté client qui nous amène à la rentabilité. Bon, passons. Mais au-delà de ça, tout le monde est d'accord pour dire globalement que quand on va dans un magasin, on est plutôt bien reçu. Les collaborateurs sont plutôt disponibles, même s'ils ne sont pas suffisamment nombreux, on le regrette toujours. Et puis, faites l'expérience chez Decathlon de ramener un produit qui ne vous convient pas ou qui finalement n'est pas tout à fait de bonne qualité. On ne va pas commencer à vous à suspecter chez vous une mauvaise utilisation du produit. On va vous le rembourser, on va vous demander de l'échanger sans vous poser de problème. Mais c'est ça aussi, cette obsession de faire en sorte que le client final soit content de sa vie avec Decathlon. Et toi, tu y as passé 12 ans là-bas ? Non, moins que ça. Moins que ça. J'aurais pu, mais la passion d'accompagner les autres m'a pris. Non, j'ai passé 5 ans. 5 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, parce qu'après on a le sang bleu, comme disent chez Decathlon. Ça s'appelle avoir le sang bleu, c'est-à-dire qu'on est tellement génétiquement on peut plus partir. On peut plus partir. C'est pas qu'on peut plus partir, mais c'est vrai que c'est une entreprise qui est très fortement marquée culturellement. Et moi, j'avais effectivement envie de faire plein d'autres choses. Et toi, tu t'es intéressé donc à la culture client, puis tu as théorisé, ou en tout cas, tu as aggloméré aussi des éléments théoriques que tu avais trouvés pour mettre quand même de la matière. Tu as écrit des bouquins sur le sujet. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai, à l'époque de Decathlon, déjà collaboré avec les chercheurs, parce que je suis passionné par le monde de la recherche académique et son pouvoir transformationnel dans le monde managérial. Peu de monde le font, et pourtant c'est quand même assez passionnant. Donc il fallait juste ce trait d'union que j'ai voulu tracer entre Daniel Ray, en l'occurrence, et Ray Gregg, qui est un chercheur de Grenoble École de Management, passionné sur ce sujet-là, docteur sur ce sujet-là, qui lui-même avait déjà dès 2010 parlé de culture client, alors que personne n'en parlait dans le monde managérial. Et donc je me suis saisi de tous ces apports-là pour lui demander de travailler avec lui sur la mise en place d'indicateurs objectifs de mesure et d'accompagnement de la culture client des organisations. Et donc ça, c'est ce qui t'a guidé et amené vers ton activité actuelle. Donc aujourd'hui, au-delà d'être expert APM et de venir partager ton savoir et ta passion pour la culture client dans les clubs, t'en as fait pas mal. J'ai vu que, en tout cas, le programme se charge bien. C'est bon signe. Ça veut dire aussi qu'il y a un intérêt pour le sujet de la part des clubs APM. Absolument. Alors, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Donc, c'est hyper prenant parce que c'est vrai que... En même temps, tu fais ta R&D aussi, là. Oui. Et puis, ce qui est passionnant avec les journées APM, c'est que je rencontre des dirigeants qui sont pris tous les jours dans des problématiques de ce type-là. Et donc moi, avec mes propres clients, j'accompagne des grands groupes ou des grandes entreprises.
mais qui ont des problématiques qui sont forcément qui se retrouvent avec les petites entreprises, mais les dirigeants sont assez éloignés. Et alors que là, j'ai des personnes en prise directe avec les problématiques clients, donc c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la culture client ? Oui. La définition théorique, c'est que la culture client, comme n'importe quelle culture, hein, c'est un ensemble de croyances et de valeurs partagées entre les collaborateurs selon lesquelles nous sommes tous à la recherche de la satisfaction durable de nos clients. Tous les mots ont une importance. C'est un ensemble de croyances et de valeurs. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on pense, la culture. Donc cet ensemble de croyances et de valeurs qui sont partagées entre les collaborateurs, c'est ça la culture client de l'organisation, hein. Et ben, elle est liée à ce que l'organisation va faire. Mais du coup, souvent on me dit, mais regardez la belle culture client qu'on a, regardez ce qu'on fait pour les clients. C'est pas ça la culture. La culture, c'est ce qui est partagé, les croyances et les valeurs partagées entre les collaborateurs. Et la difficulté de la culture, c'est que il ne suffit pas de demander aux collaborateurs de penser pour que la culture soit au rendez-vous. Ils pensent bien ça se décrète pas, quoi. Ils pensent bien ce qu'ils veulent. Et donc moi, patron, je peux décider d'organiser mon entreprise, je peux décider des priorités que je veux prendre, des budgets que je veux allouer, mais je ne peux pas décider de ce que les collaborateurs vont penser. Et pourtant, ce qu'ils pensent des priorités clients, c'est ça la culture. Et alors, on parle tout le temps de valeur, on parle tout le temps du socle, on parle du why, tu vois, de la raison d'être d'une entreprise. De ce que je comprends, de ce que tu nous dis, la culture client doit apparaître à cet endroit-là, tout en haut, et ensuite irriguer le reste de l'organisation. Oui, la culture client, ce n'est pas un projet, comme par exemple une transformation digitale. Ça peut être un projet. Un projet de transformation client, ça n'en est pas un. C'est une vision d'entreprise, c'est une raison d'être, plus qu'un projet qu'on va confier à une équipe. Et tu as des exemples d'entreprises qui ont pris conscience que dans leur ADN, au plus profond d'elles, elles n'avaient pas de culture client et qui ont décidé de se rebooter, de se reprogrammer. Ça, on peut, docteur, quand on n'en a pas, est-ce qu'on peut redémarrer à zéro et repartir du bon pied ? C'est une bonne question. Alors, oui, on peut. C'est une question de volonté et de temps. Prendre conscience, ça, c'est assez facile. Mais ce qui est plus difficile, c'est de dire je vais m'accorder le temps et l'énergie pour atteindre un niveau de culture client qui va être profitable. Ça passe par un certain nombre d'étapes et parfois les dirigeants, selon là où ils en sont avec leur entreprise, n'ont pas envie de prendre ce temps-là. Donc ça fait plusieurs fois que tu dis le mot profit, profitable. Moi, j'avais envie de te poser la question, mais j'ai l'impression que tu m'as suggéré la réponse de pour quelles raisons il est important, voire stratégique, d'avoir une culture client qui soit forte. Il y en a plusieurs. La raison qui est liée à notre mission d'entreprise, c'est notre entreprise, elle est durable que si elle gagne de l'argent, si elle est profitable. Bon. Il y aura d'autres intérêts pour la culture client, mais la culture client a été démontrée 1000 fois par les chercheurs et notamment par nos analyses et nos missions. Les entreprises les plus profitables sont les entreprises qui sont les plus orientées clients, sauf sur des marchés où elles sont en monopole, bien entendu. Mais plus le marché devient concurrentiel, plus celles qui sortent du lot sont plus orientées clients. C'est une première bonne raison. Et je pourrais vous faire, on n'aura pas le temps, mais faire la démonstration du lien. Mais il y a un autre intérêt, c'est qu'on a observé que les entreprises les plus orientées clients ont moins de turnover. Les collaborateurs sont plus heureux au travail. Mais pourtant, c'est bizarre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bonheur au travail des collaborateurs. Il y a tout un flanc qui est en train de sortir depuis le Covid. Là, hein. Oui, beaucoup. Hein. Et en réalité, on s'aperçoit que les collaborateurs ne sont pas forcément plus heureux parce qu'ils ont des tickets resto et ils ont un baby-foot, mais ils sont beaucoup plus heureux quand ils ont un sens dans leur travail. Et donc, une des visions qu'on est en train de porter, c'est que si les dirigeants arrivent à s'occuper des collaborateurs pour de vrai, c'est-à-dire les mettre dans des situations qui sont confortables pour qu'ils fassent bien leur travail pour le client et qu'ils ne soient pas empêchés par des process, par des outils qui fonctionnent mal, par un patron qui n'est jamais disponible. S'ils sont bien mis dans les bonnes conditions pour bien faire leur travail par rapport au client, je vous garantis qu'ils seront beaucoup plus heureux. Et alors ça, on a des indicateurs pour le calculer? Comment ça se passe? Oui. En fait, justement, j'ai bossé avec les chercheurs depuis 2012 là, sur cette question-là, parce que comme la recherche a beaucoup avancé sur les indicateurs de la culture client d'une organisation, il y a énormément d'articles académiques, on en a récupéré une 50aine qui font foi, et on a récupéré l'ensemble des indicateurs clés, on les a mis ensemble, on en a fait un outil qu'on appelle le Customer Orientation Score, un COS, qui permet d'identifier les forces et les faiblesses d'une organisation de façon très objective, et maintenant qui est benchmarké avec 160 entreprises dans notre benchmark, et plus de 80 000 collaborateurs qui ont participé. Ça me permet de dire, voilà une organisation qui est au-dessus ou en dessous de ce qu'on peut attendre d'une culture client qui soit acceptable. Et alors ça se calcule comment? En fait, comme ce sont des croyances et des valeurs partagées, il ne s'agit pas pour moi d'aller dans l'entreprise et de voir. Parce que ça c'est que mes yeux qui verraient. Et ce n'est pas des croyances. Les croyances, il suffit de les demander et donc d'interroger les équipes et demander leur opinion
sur la façon dont l'entreprise met le client au centre ou pas. Alors Ok. on a 80 questions, hein. C'est quand même de nombreuses questions qui permettent, selon la réponse du collaborateur, mis bout à bout, l'ensemble des équipes, nous permet de dire, ben voilà, les équipes sont d'accord ou pas, et puis y avoir évidemment des poches un peu différentes dans l'organisation. Mais globalement, est-ce que les collaborateurs sont d'accord pour dire que le client est au centre de nos préoccupations? Parfois, les gens me disent, mais enfin, ils ne voient pas tout ce qu'on fait. Ben, peu C'est pas importe. ça qui compte, tu Non, disais. c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et excuse-moi, est-ce que ça concerne toute la boîte ou je pense notamment au back-office qui n'est pas directement en lien avec le client. Est-ce qu'on les interroge aussi là-dessus? Ouais, mais ça, c'est trop facile, hein. C'est trop facile de le penser, et beaucoup ont envie de le penser en disant, bah écoutez, ma DAF, ma DRH et les personnes qui s'occupent de la logistique, finalement, vous le laissez en dehors de ça? Absolument pas. Parce que si on a une culture client à 2 vitesses, à savoir une équipe au contact du client, absolument convaincue que le client est important, et puis l'autre qui a autre chose à faire, on a un problème clé, c'est que les collaborateurs front office ont besoin des collaborateurs back office pour Bien bien sûr. faire leur travail. Donc, ils doivent être alignés sur les mêmes objectifs. Donc on va enfin réconcilier la prod des et les commerciaux. C'est fondamental. Moi, c'est un de mes combats. Alors, je passe beaucoup d'énergie et de litres de sueur dessus, mais les organisations commencent à le comprendre. Et alors, donc on envoie l'enquête à l'ensemble de l'organisation. Chacun répond 80 questions, donc c'est quand même épais. Ouais, ça pose Vraiment orienté attitude. Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais, quoi? C'est pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on pense, Non, qu'est-ce qu'on c'est pense, pas- qu'est-ce qu'il faut qu'on c'est- fasse. Non, ça c'est sûr. Pour l'instant, non. C'est qu'est-ce que je pense. Ah, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que moi, à mon poste, la façon dont je suis managé, Mhm. ce que je vois, ce que j'entends, de façon Ok. formelle ou informelle, la machine à café, c'est important ce qui se passe. Hein. Mhm. En gros, qu'est-ce que je décode de mon entreprise qui me renvoie à l'idée selon laquelle le client est important ou pas. Ok. C'est ça qu'on mesure. Et alors, il y a finalement, qu'est-ce que tu observes dans je sais pas, en France, sur le paysage que tu as pu cartographier déjà? En général, dans les organisations qui se scorent, est-ce qu'on a des bonnes surprises, des moyennement bonnes surprises, des mauvaises surprises? Alors, il y a plein de choses à dire. Il y a globalement le monde qui se sépare j'ai envie de dire, en 2 ou 3 groupes. Il y a celles qui sont génétiquement orientées clients. Il y en a quelques-unes. Elles sont nées comme ça. Et beaucoup de startups des 5 dernières années sont nées sur la base pour combler un problème d'expérience. Ok. Donc, nativement, elles sont orientées clients. Donc, je les laisse de côté. Elles n'ont pas besoin de nous. Et puis, elles sont pas si nombreuses que ça. Ensuite, Uniquement B2C ou on parle B2C? ah non, il y a B2B? les deux. Les deux. Il y a les deux. Ensuite, il y a les entreprises qui sont en déficit mais qui veulent se transformer. Mhm. Et celles-ci, pour moi, c'est mes clients. Et là, dans cette catégorie, il n'y a aucun problème de... Comment dire? Il n'y a pas de problème de volonté. Elles ont toutes envie d'y aller. Mais dans cette catégorie-là, il y a celles qui arrivent et celles qui n'y arrivent pas. Ok. Elles sont plus nombreuses à ne pas y arriver. Là, ça c'est, comme je disais tout à l'heure, quelle est l'énergie et le temps qu'on s'accorde pour ça? Et il y en a très peu, j'en connais, hein, qui ont réussi à basculer. Mhm. Et même quand on a réussi à basculer, c'est pas définitif, il faut continuer à travailler. Et puis enfin, il y a le troisième groupe des entreprises qui s'en foutent. C'est pas le sujet. On a d'autres. Et à leur décharge, c'est peut-être le cas quand on est en train de mourir. On a d'autres préoccupations. Les marchés sont en train de se tendre, la rentabilité est en train de crever. Donc, on a d'autres préoccupations court terme que de s'occuper de transformer la culture de notre entreprise. Ok, Voilà. mais paradoxalement, c'est aussi le moment où nos clients ils attendent beaucoup de nous et voilà. que finalement c'est un peu la double peine si Absolument. on les délaisse à ce moment-là. Absolument. Ok, quels sont tu as parlé tout à l'heure de croyances, de pratiques, de coutumes, de rites. C'est quoi les rites ou les coutumes qui sont, je sais pas, les plus prégnantes chez les entreprises qui sont très orientées clients? Alors d'abord, Allez, un échantillon ou une ou deux, à la volée. moi, ce que j'aime bien, je vais te dire ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle les éruptions de culture client. C'est comme je prends cette image parce que c'est comme un volcan. Quand le volcan éclate, c'est hyper impressionnant. Ensuite, la lave retombe, sédimente et reste. Mhm. Et donc, il y a des patrons patrons emblématiques, qui ont pris des décisions là, dans ces quelques dernières années qui font ça. Par exemple, le patron de la Maïf, qui était d'ailleurs à la Oui, qui a participé à la plénière. qui a pris une décision incroyable au bout de 15 jours de confinement, qui consistait à rembourser les polices d'assurance des assurances auto, parce que forcément, les gens ne prenaient pas leur automobile, donc il n'y avait pas d'accident, Mhm. donc il n'y avait pas de remboursement. Et pour quelles raisons ils allaient prélever des polices d'assurance, sachant qu'il allait y avoir aucun remboursement. Donc il a décidé, avec ses équipes,
de rembourser l'ensemble de ses clients sur ces mois-là de confinement où personne ne pouvait prendre son automobile. Donc là, on comprend bien aussi la résonance que ça a chez les collaborateurs qui se disent ouais, enfin, ça. la boîte dans laquelle je bosse, j'en suis fier. Elle est cool. J'en suis fier. J'en suis fier. Et après, on me dit, oh, bah non, il a les moyens. Sauf que les 70 millions, je crois, hein, il me corrigera, mais que ça lui a coûté, il les a retrouvés l'année après, parce que forcément, ça a engagé un énorme mouvement à la fois de fidélité et de recrutement de nouveaux clients, bien entendu. Mais il ne l'a pas fait pour ça, moi j'en suis convaincu. Il l'a fait parce que viscéralement, il pense qu'il n'avait pas à le faire. Bah, s'il l'avait fait pour ça, ça aurait pu passer comme du customer washing, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais ça n'aurait pas été bien accepté. Moi, ce que je retiens, il peut se prendre le boomerang. Ce que je retiens là-dedans, c'est pas tant ce qu'il a fait pour les clients, évidemment ça c'est important, c'est ce que ça renvoie en interne. Bien sûr. Du coup, les croyances et les valeurs des collaborateurs, de ce qui se passe à la machine à café, changent du tout. Parce que l'énergie qu'il a fallu en interne pour mettre autour de la table les personnes qui sont de l'IT, du juridique, du réglementaire, tous ces gens-là ont dû travailler ensemble et de concert pendant le confinement pour réussir ce projet qui était un beau projet. Et donc ça a soudé les équipes, ça a donné du sens au travail. Bon, là, on est sur quelque chose qui est quand même un peu waouh, qui est un peu exceptionnel. Est-ce qu'il y a des choses dans le quotidien des organisations qu'on peut mettre en place facilement? Bien sûr, tout simple. On arrête de dire du mal aux clients. Et on arrête d'être d'accord pour qu'il y en ait qui le fassent. Et c'est tout simple. Le nombre de collaborateurs qui, une fois qu'ils ont raccroché, un manager qui raccroche et qui dit putain, il m'emmerde ce client. S'il n'y a pas de problème d'expérience client, le client n'a rien entendu parce que ça a raccroché. Mais l'énergie, la mauvaise énergie que ça peut mettre dans une équipe est de nature à créer, par couche de sédimentation successive, l'idée selon lesquelles les clients sont des emmerdeurs. Et c'est tout con, hein. C'est juste un mot. Il fait chier. Oh, il m'emmerde. Oh non, je ne veux pas lui parler. C'est du management traditionnel, ça. Et pourtant, ça tue une culture client. Donc moi, j'invite tous les managers à... On a le droit d'en avoir marre des clients. Et des clients qui sont quand même un peu compliqués, qui sont parfois même irrespectueux. Dans ce cas-là, on les prend, on les rappelle, on leur explique qu'on n'est pas d'accord avec eux, on explique à ce collaborateur pourquoi on a engueulé un client, ça peut arriver, mais enfin, on n'insulte pas un client. Ou alors, on s'en sépare. Et ça, c'est intéressant, ça, avoir le courage aussi de choisir ses clients. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture client. Oui, moi, je défends l'idée selon laquelle les clients ne sont pas des rois. Et pourtant, je suis passionné d'expérience client, hein, parce que les clients en profitent trop. Et je pense qu'il faut avoir le courage, comme on peut avoir du courage managérial pour dire à un collaborateur qu'il faut qu'on arrête de collaborer. Il faut avoir un courage vis-à-vis de l'expérience client pour dire que moi, ces clients-là, je ne veux plus les avoir parce qu'ils ne remplissent pas la mission. Enfin, ils ne correspondent pas à la mission qu'on s'est fixée. Soit parce que ce n'est pas notre cible, soit parce que le rapport qu'on entretient avec eux n'est pas conforme à ce qu'on voudrait. Ouais, et ça, toi, tu dis, il faut leur expliquer et c'est OK. En fait, on se parle entre adultes. Absolument. C'est ça, avoir l'esprit client? Oui. Oui, ce n'est pas servir un café et dresser les tapis rouges à tous les clients. C'est avoir conscience tous les matins quand on se lève et qu'on vient au travail que notre salaire est dans la poche de notre client et que plus on sera capable de lui faire vivre une expérience qui soit correcte, plus notre salaire va augmenter. Non pas uniquement parce que lui va nous payer longtemps, et parce qu'il va parler positivement à un collègue qui, lui, du coup, va venir client, et parce qu'il va acheter d'autres produits, d'autres services qu'on va lui proposer à terme parce qu'on va faire de l'innovation, il va être complètement fan de nous, il va continuer. Bref. Et donc, on a tout un intérêt à le faire. Et puis, en plus, honnêtement, je vais vous donner une petite, si j'ai le temps, une petite expérience personnelle qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'ai été invité à un séminaire d'une grande entreprise. Et donc, je vais à l'hôtel, c'était à Quimper, de mémoire. Et il se trouve que Quimper, il n'y a pas beaucoup de taxis. Je ne savais pas, hein, mais les taxis, il y a une sorte de corporation qui fait qu'ils ont limité le nombre de taxis. Et donc, le matin, à 8h moins 20, je demande à l'hôtel de me réserver un taxi pour 8h moins 5. J'avais rendez-vous à 8h. Et là, l'hôtelier était très embêté parce qu'à 8h moins 5, il me dit j'arrive pas à avoir un taxi, pas de taxi disponible. Et j'avais globalement un quart d'heure de route ou 20 minutes de route. Donc, j'allais être en retard. J'avais pas de solution, hein, perdu au large de Quimper. Et là, c'est la personne qui était à l'accueil, hein, qui faisait les check-out. Et là, il me dit, écoutez, venez avec moi, je vous emmène. Il a pris sa voiture personnelle, il m'a emmené. Alors, il est allé juste avant voir sa collègue qui était au petit déjeuner pour lui demander de faire à la fois les petits déjeuners et les check-out, parce qu'il s'absentait. Il m'a emmené dans sa voiture. Et donc, moi, passionné de ce sujet-là, j'ai eu 20 minutes pour parler avec lui, en disant, mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui vous autorise de... Et donc, il m'explique la chose suivante. Son manager, le manager de l'hôtel, est obsédé par l'idée que chacun connaisse bien le métier de l'autre. C'est intéressant, hein, vous allez voir où je veux en venir. Au point qu'il puisse venir l'épauler, lui donner un coup de main s'il y a besoin. Parce que dans l'hôtellerie, évidemment, ça bouge dans tous les sens. Et donc lui, il était tellement embêté de voir son client comme ça, il a pu se permettre de faire ce geste-là parce que sa collègue à côté
connaît le métier du check-out et pouvait le remplacer. Et il m'expliquait l'esprit l'esprit de corps, quelque part, qu'il essaie de gérer auprès de ses équipes d'entraide, qui fait que quand il était allé la voir pour lui demander de l'aide, il y avait des étoiles dans les yeux, et ça lui faisait tellement plaisir de pouvoir l'aider à faire en sorte qu'il puisse rendre son client enchanté. C'est une très bonne surprise. Et donc j'ai vu en fait une équipe pas totalement enthousiaste à aider un client. Ils sont sortis de leur zone de confort, mais ils étaient heureux de le faire. Et en plus, ils avaient la banane. Et évidemment, l'hôtel Ibis de Quimper, je pense que j'y retournerai si j'avais l'occasion d'aller à Quimper. Et dans un monde où on note tout le monde, mais c'est clair, évidemment, parce que t'as moi pu laisser aussi un bon commentaire, une bonne note, et évidemment, je bien pense au-delà que de ce que mon commentaire doit vivre sur les réseaux pour lui. Ouais, peut-être maintenant ça lui a fait un post Instagram, quoi. C'est quoi la fidélité réelle? Ah, c'est une bonne question. On croit que les clients fidèles sont ceux qui continuent à nous acheter, à nous fréquenter, à payer leur abonnement, etc., tous les mois ou toutes les semaines, ou bref, quand on a besoin de nous, quand il a besoin de nous. Ça, c'est de la fidélité comportementale. Les chercheurs ont montré que la fidélité s'exprime par un comportement, certes, mais s'explique par une attitude. Du coup, il y a énormément de clients qui sont fidèles en comportement, mais pas en attitude. C'est-à-dire, je continue à vous acheter ou à être client chez vous. Non pas que je vous préfère, mais globalement, c'est compliqué de changer ou de faire différemment. J'ai pas le choix, j'ai pas le temps. Et donc, on croit qu'on a des clients fidèles, mais en fait, on n'a pas des vrais clients fidèles parce qu'à la moindre occasion qu'ils le pourront, ils partiront. Et donc, on considère que la vraie fidélité, c'est celle qui rassemble à la fois le comportement et l'attitude. C'est-à-dire, je continue à être client chez vous parce que je vous préfère des autres. Quand on a réussi à avoir une vraie fidélité, je suis fidèle chez vous en comportement parce que je vous préfère et plus que les autres, alors on a là l'idéal qu'une entreprise peut avoir en termes de capital, c'est-à-dire des clients fidèles, parce qu'il est démontré que ce capital client-là, quand on a 30% de nos clients qui sont dans ce cas-là, c'est déjà bien, c'est celui sur lequel on peut compter pour activer tout un tas de leviers business qui sont évidemment du comportement d'achat, on est d'accord, du bouche à oreille, du moindre coût. Pourquoi c'est du moindre coût? Parce qu'un client fidèle se plaint moins, il est plus facile à servir, il coûte moins cher à servir. C'est des clients qui sont moins sensibles à la concurrence et qui vont moins soit demander des remises, soit faire leur étude de marché avant de consommer chez vous. Et donc, en creux, c'est des marges restaurées par rapport au besoin de toujours baisser ses prix pour garder ses clients. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est rentable d'avoir des clients fidèles, mais les vrais fidèles. Et alors on va avoir le temps de développer une dernière notion, mais que je trouve vraiment intéressante, c'est la différence entre la qualité attendue, la qualité perçue. Alors... Et j'avais entendu l'image que tu avais employée, c'était celle du je vais au café en bas de chez moi. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et en fait, c'est assez parlant, assez simple, et pourtant, le concept est puissant. Oui, il est tout simple, et pourtant, on n'y pense jamais. Parce que souvent, quand on dit, mais qu'est-ce que veulent nos clients, on a tendance à dire, il y a des choses importantes et des choses moins importantes. L'histoire du café est la suivante. Quand je vais boire un café, imaginons que je prenne du café sucré, bien entendu, je m'assois à une terrasse, on me sert un café et qu'il n'y a pas de sucre, je suis forcément mécontent, parce que je ne peux pas boire mon café, donc je le paye, je m'en vais, et je ne reviendrai plus. Si jamais on m'avait donné du sucre, j'aurais été content, j'aurais bu mon café, mais c'est pas pour autant que je dirais à mes amis, les amis, il faut aller boire le café ici, c'est génial, il y a du sucre. Donc en résumé, le sucre, en son absence, détruit la fidélité, en sa présence, ne construit rien du tout. Donc déjà, on a un premier élément, dans ce que les clients attendent de nous, c'est des critères qu'on appelle des basiques, une dette. Si on les a pas, on perd nos clients, c'est pas parce qu'on les a qu'on va les garder ou qu'on va les fidéliser. Et puis ensuite, il y a à l'inverse le morceau de chocolat. Alors le morceau de chocolat, c'est le truc en plus, on n'est pas venu manger du chocolat, mais si on nous sert un petit morceau de chocolat, ça peut peut-être me faire préférer cet endroit-là. C'est-à-dire que la prochaine fois, entre deux endroits de café, j'irai là, on me sert un morceau de chocolat. Mais si j'en ai pas, tant que j'ai du sucre, globalement, ça le fait. Donc, en son absence, ça détruit rien. En sa présence, ça construit de la fidélité. Et puis, il y a le goût du café. Le café, il peut être dégueulasse ou savoureux. S'il est vraiment mauvais, je n'en reviendrai plus. S'il est particulièrement savoureux, je préférerais cet endroit-là. Moi, j'adore le café Starbucks. Et je disais, quand j'ai le choix entre Starbucks et autre chose, je vais chez Starbucks. Parce que pour le goût du café. C'est comme ça. Et donc, en résumé, on a face à nos clients trois grandes catégories, sucre, goût du café et chocolat, qui ont un impact, les trois, différents sur la fidélité. Et donc, pourquoi j'énonce ça? Parce que tant qu'on n'a pas mis de sucre, c'est pas la peine de mettre 15 tablettes de chocolat. Ça ne les rattrapera jamais. Et il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de travailler sur le petit truc qui va faire briller, qui va être génial, ça va faire waouh. Mais enfin, faire waouh, si le basique n'est pas là, ça ne sert à rien. Et puis, l'autre chose à savoir, c'est que plus on est bon sur un bonus, un chocolat, plus on est condamné
à l'avoir et l'avoir tout le temps, et donc ça va devenir un basique. Quelque part, mon exemple du chocolat, il est quasiment désuet parce que maintenant on s'attend à avoir du chocolat. C'est même un peu décevant de ne pas l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'on a été habitué. Donc plus on habitue nos clients à être bons, plus on est condamné à être bon et à être meilleur et à trouver d'autres choses et d'autres relais. Bon, ça, c'est vertueux. Oui, mais c'est vertueux dans la mesure où on met l'énergie pour ça. Parce que ça peut être aussi complètement vicieux si jamais on ne le prend pas dans le bon sens et qu'on n'a pas compris qu'on avait des basiques à respecter avant de travailler le goût du café et le chocolat. Voilà. Avant de terminer, est-ce que tu peux me donner, tu nous as donné une bonne pratique managériale, bannir le client m'emmerde ou le client est con ou le client je suis vulgaire. Le client n'est pas sympa ou il n'est pas fait son bon job. On bannit ça de la culture de l'entreprise, des discussions, de la machine à café, du téléphone. Est-ce que tu en aurais une autre avec laquelle on repart pour être bien outillé ? Oui, la boîte à cailloux. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans un service donné, dans une entreprise donnée, les collaborateurs ont toujours des trucs qui les gênent, qui les dérangent. Vous savez, comme le caillou dans la chaussure. Ça ne vous empêche pas de faire votre métier, mais enfin, au bout d'un moment, ça commence à être fatigant, quoi. Okay ? Et ben ça, c'est des outils, parfois, des process, qui sont mal pensés ou qui ne sont pas pensés pour toutes les situations que les collaborateurs rencontrent. Donc moi, ce que j'invite les entreprises, c'est de dire, voilà, on a une boîte à cailloux, vous vivez des trucs qui, c'est pas déterminant, c'est pas grave, mais enfin, ça peut être un peu irritant, donc vous le notez. Et puis, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on ouvre la boîte à cailloux et on regarde ce qui est perturbant dans votre métier. Alors, je ne parle pas des augmentations de salaire et des tickets resto. Je parle vraiment de ce qui m'empêche à bien faire mon travail. Eh bien, ça, si jamais on ouvre la boîte et on résout les problèmes, c'est de nature à renvoyer aux collaborateurs qu'on est soucieux de la façon dont on est organisé efficacement pour mieux servir nos clients. Alors ça, tiens, et je complète ça. Dans les bonnes pratiques d'onboarding de nouveaux collaborateurs qu'on m'a suggéré, il y avait 3 images à la fin, au bout de la fin de la période d'essai, disons. Une chose, qu'est-ce que tu as aimé, une chose, qu'est-ce qui t'a été en difficulté, et un troisième, c'est, à ton avis, sur quoi on pourrait s'améliorer ou sur quoi on pourrait être plus performant, vraiment orienté là-dessus, très très ouvert. Et c'était intéressant d'avoir le regard du nouvel arrivant dans l'organisation. Ce serait plus intéressant d'avoir le regard de ceux qui sont là depuis des années, parce qu'ils ont encore une conscience plus aiguë de ce qui ne va pas. Et on les écoute pas. On ne les écoute pas parce que c'est des chieurs, parce qu'ils ont rien compris, parce que le manager il fait son petit chef et c'est comme ça, parce que lui il a été élevé comme ça. Il faut changer ça. Et si on arrive à le changer, c'est hyper vertueux parce que ça renvoie aux équipes une autre attitude. J'insiste sur une chose. Pourquoi je parle d'attitude et pas de comportement ? Parce que nos comportements sont liés à nos attitudes. On ne fait bien que ce qu'on pense bien. Essayez d'embrasser une personne que vous n'aimez pas, ça va se sentir. Je suis obligé de t'embrasser, mais je t'aime pas. Donc je vais le faire, je vais m'exécuter mon geste métier, mais ça va se sentir, ça va mal se passer. Et donc, on ne fait pas suffisamment attention aux attitudes de nos collaborateurs, on fait trop attention uniquement à leur comportement. Et toi, est-ce que tu es pour le questionnaire client et si oui, sous quelle forme ça peut se prendre ? Je ne parle pas tellement du B2C, où c'est devenu un classique, l'évaluation, où la personne qui... Ça m'est arrivé moi aussi, il n'y a pas très longtemps, chez le concessionnaire de mon auto, pour la révision, où franchement l'expérience a été nulle de A à Z. Et au moment de rendre les clés, me dit, par contre, vous allez recevoir le truc. Et donc ça nous arrive à tous, qu'on nous dise, et vous mettrez bien les 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est ça. On met ça de côté, parce que ça, c'est devenu caricatural. Oui. Mais comment on fait pour interroger nos clients, les questionner, récupérer des infos intéressantes très concrètement, comment tu fais et quel service est en charge de ça ? Alors, c'est une bonne question. Selon le nombre de clients qu'on a, c'est pas la même réponse. Moi, je pense que à la PM, on a des entreprises qui sont plutôt des PME ou des grosses PME, quelques ETI, mais et surtout en B2B. Donc, on n'a pas des centaines de milliers de clients. Donc, moi, je considère que ce qui est fondamental, c'est de capter la voix du client, quel que soit le mode de captation. Donc, l'idéal, pour moi, c'est pas le questionnaire, bien entendu. Le questionnaire, c'est top quand on a des milliers et milliers de clients, parce qu'on peut pas tous les interroger. Et encore que, on envoie 100 000 questionnaires, il y en a 5% qui rentrent, donc finalement, c'est pas représentatif de nos clients. C'est pour ça que c'est un peu bancal. Mais l'idéal, c'est les personnes qui sont en contact du client, si elles sont suffisamment prêtes à entendre la voix du client, ou même des collaborateurs qui ne le sont pas d'ailleurs en contact du client, doivent être amenés à pouvoir de temps en temps appeler leurs clients pour faire un petit point avec eux. Même si ce n'est pas un questionnaire, il ne faut pas leur dire est-ce que vous êtes tout à fait, plutôt pas du tout satisfait. C'est juste, voilà, je voudrais faire le point avec vous. Depuis 2 ans qu'on travaille ensemble, j'aimerais juste que vous me disiez ce que vous appréciez moins. Les équipes qui seraient capables de faire ça, il ne faut pas qu'elles aient en tête l'idée qu'elles vont être jugées, qu'elles vont avoir une prime ou pas. Mais juste de recueillir les forces et les faiblesses de l'entreprise vis-à-vis de ce client-là. Et ça, si on le fait de façon constructive et qu'on met autour de la table tout ce qu'on a obtenu comme matière,
ben, je pense qu'on a l'info qu'on veut. Eh ben, un grand merci pour tout cet échange d'ouverture vers l'autre et vers le client. Merci Guillaume, et on te revoit bientôt à l'APM. Hein. N'hésitez pas à courir, programmer l'intervention de Guillaume dans vos clubs pour pouvoir profiter de tout ça. Et ça se terminera par la fresque du client. On n'en dit pas plus. Hein. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Déjà, j'en ai peut-être trop dit. Allez, à très bientôt. Allez, Salut merci à Guillaume. toi.